mes parents m'ont traîné en justice pour un camion, un Ford F-150 Laria de 2021, que j'ai acheté comptant avec 78 400 € de mon propre argent, après 8 ans à économiser le moindre centime. Ils ont perdu, et de façon spectaculaire. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Les néons grésillaient au-dessus de nos têtes, baignant la pièce d'une lueur crue et clinique, qui semblait parfaitement appropriée à ce qui allait se passer. J'étais assise à la table du demandeur avec mon avocat, David Morrison, un homme dont la réputation pour démanteler les poursuites abusives m'avait été chaudement recommandée. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis avec leur avocat, un jeune homme nommé Trevor Walsh, qui semblait tout juste sorti de l'école de droit et de plus en plus mal à l'aise en feuilletant ses dossiers. Ma mère, Linda, ne me regardait pas. Elle fixait droit devant elle, la mâchoire serrée dans cette ligne obstinée que je lui avais connue toute ma vie. Mon père, Robert, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans ma direction, avec une expression qui aurait pu être du regret, bien qu'il soit difficile de le dire aujourd'hui. Entre eux était assis mon frère aîné, Kenneth, qui avait apparemment pris un jour de congé de son travail de vendeur pour les soutenir dans ce cirque absolu. La juge est entrée, et nous nous sommes tous levés. La juge Patricia Ulbrook était une femme au début de la soixantaine, avec des cheveux gris acier et une expression qui suggérait qu'elle avait vu toutes les formes de drames familiaux que le système judiciaire pouvait offrir. Elle a regardé par-dessus ses lunettes de lecture les parties rassemblées, avec ce que je ne peux décrire que comme une anticipation lasse. « Asseyez-vous » a-t-elle dit, sa voix portant le poids de quelqu'un qui n'allait tolérer aucune absurdité. « Nous sommes ici pour l'affaire Fletcher contre Fletcher, affaire civile numéro 2024, CV 3847. Maître Walsh, vous représentez les demandeurs. Veuillez procéder à votre déclaration liminaire. » Trevor s'est levé, en tirant sur sa cravate. « Merci, votre honneur. Mes clients, Robert et Linda Fletcher, demandent la propriété d'un Ford F-150 Laria de 2021, actuellement en possession de leur fille, Stacy Fletcher. Le véhicule a été acheté avec des fonds qui, selon les demandeurs, étaient destinés à un investissement familial. Et, votre honneur, a interrompu David en se levant avec aisance, si je puis me permettre, la défense aimerait noter pour le dossier que mademoiselle Fletcher possède des documents prouvant l'achat exclusif du véhicule, avec des fonds provenant de son compte bancaire personnel. Nous avons les relevés bancaires, l'acte de vente original, les documents d'immatriculation et les papiers d'assurance, tous au seul nom de mademoiselle Fletcher. La juge Ulbrook a levé une main. J'examinerai toutes les preuves en temps voulu, maître Morrison. Maître Walsh, continuez. Mais Trevor avait perdu son élan. Il s'est empêtré dans une explication sur les attentes parentales et la contribution familiale, qui est devenue de plus en plus vague à mesure qu'il avançait. La vérité, c'est qu'ils n'avaient pas de dossier. Ils avaient un sentiment de droit et de l'audace, mais pas de dossier. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés là. Il y a 8 ans, j'avais 22 ans, je cumulais 2 emplois et je vivais dans un studio exigu, qui sentait perpétuellement le restaurant indien d'en bas. Je travaillais à plein temps comme assistante administrative dans une compagnie d'assurance de taille moyenne, et je prenais des services le week-end dans un magasin de détail vendant du matériel de plein air. Chaque moment libre était consacré à un travail de comptabilité en freelance, que je faisais depuis mon ordinateur portable à 2 heures du matin. L'argent allait sur un compte d'épargne que j'avais ouvert dans une caisse de crédit à l'autre bout de la ville, loin de la banque que ma famille utilisait. J'avais appris très tôt que la discrétion était essentielle dans la maison des Fletcher. Kenneth avait toujours été l'enfant prodige. Quand il a voulu lancer sa propre entreprise de vente de compléments alimentaires en ligne, nos parents ont vidé leur compte de retraite pour lui donner 40 000 €. L'entreprise a fait faillite en 18 mois. Quand il a eu besoin d'une nouvelle voiture après avoir enroulé sa Mustang autour d'un poteau téléphonique en textant, ils ont cosigné un prêt et ont payé eux-mêmes la moitié des mensualités. J'ai demandé une fois de l'aide pour les frais de scolarité de mon université communautaire, 500 € pour un seul cours. Ma mère m'avait regardé comme si j'avais demandé un financement pour un voyage sur Mars. Nous sommes à sec après avoir aidé ton frère, avait-elle dit. Et puis, tu es intelligente. Tu te débrouilleras. Alors, je me suis débrouillé. J'ai suivi des cours en ligne tout en travaillant, payant au fur et à mesure. J'ai obtenu mon diplôme en comptabilité après 4 ans de cours du soir et de sessions d'études le week-end. J'ai appris à survivre avec du riz, des haricots et du pain de la veille, que la boulangerie vendait à prix réduit chaque dimanche soir. Chaque prime, chaque heure supplémentaire, chaque remboursement d'impôt allait sur ce compte.
Je le regardais grandir avec une satisfaction presque spirituelle, 10 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros. Je vivais comme une nonne, et je m'en fichais, parce que j'avais un but. Je voulais un camion. Pas n'importe quel camion, mais un modèle spécifique, un Ford F-150 Lariat de 2021, bleu antimatière, avec une transmission intégrale, un intérieur amélioré, et la capacité de remorquage nécessaire pour tout ce dont j'avais besoin. J'avais choisi le modèle exact 3 ans avant d'en avoir les moyens, et je visitais le concessionnaire tous les quelques mois, juste pour m'asseoir dans le modèle d'exposition et imaginer. Le vendeur, un homme patient nommé Harold, a fini par me connaître. Il n'a jamais insisté, ne m'a jamais fait sentir stupide pour mon rituel. Vous y arriverez, disait-il. Je vois que vous êtes le genre de personne qui fait bouger les choses. Le 14 mars de l'année dernière, je suis entré dans ce concessionnaire avec un chèque de banque de 78 400 euros. L'expression sur le visage d'Harold valait tous les matins difficiles et toutes les soirées manquées avec des amis que je n'avais jamais eu le temps de me faire. Vous l'avez fait, a-t-il dit, en me serrant la main si vigoureusement que j'ai cru que mon bras allait se détacher. Je savais que vous le feriez. Quitter le parking au volant de ce camion était comme une revanche. Les sièges en cuir avaient encore cette odeur de voiture neuve. Le moteur ronronnait avec une puissance contenue. Tout ce qui le concernait était à moi, gagné par le sacrifice et la discipline que personne ne m'avait enseigné, car j'avais dû les apprendre seul. J'ai fait une seule erreur, je l'ai conduit au dîner du dimanche chez mes parents. Kenneth était là avec sa petite amie, Brittany, une femme qui travaillait à temps partiel dans un studio de yoga et se plaignait constamment du prix des aliments biologiques. Ils sont tous les deux sortis quand je me suis garé dans l'allée, attiré par le bruit du moteur. Bordel de merde, a dit Kenneth, en faisant le tour du camion, la bouche légèrement ouverte. C'est à toi. Chaque centime, ai-je confirmé, incapable de cacher la fierté dans ma voix. Ma mère est apparue sur le porche, s'essuyant les mains sur un torchon. Stacy, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai acheté un camion, maman. Payé en totalité. Elle a descendu les escaliers lentement, son expression indéchiffrable. Mon père est sorti derrière elle, et j'ai vu son visage passer par la surprise, la confusion, et quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier. Combien ça a coûté, a demandé Linda, sa voix dangereusement calme. Le prix affiché était de 82 000 euros, mais j'ai négocié à 78 400 euros, ai-je dit. J'ai réussi à obtenir la garantie prolongée en plus. Et tu as dépensé 78 000 euros pour un camion? La voix de ma mère avait atteint une hauteur qui a mis les chiens du quartier en alerte. Tu es folle? C'est mon argent, maman. J'ai économisé pendant 8 ans. 8 ans, Harry Kenneth, mais ce n'était pas un son amical. Où diable as-tu trouvé autant d'argent? Tu as un travail de secrétaire. Professionnelle administrative, ai-je corrigé, sentant ma mâchoire se crisper. Et j'ai eu 3 emplois pendant la majeure partie de ces 8 années. J'ai économisé, un concept que tu ne connais peut-être pas. N'ose pas parler à ton frère comme ça, a sèchement répliqué Linda. C'est ridicule, Stacy. Tu aurais dû investir cet argent, acheter une maison, quelque chose de sensé. J'ai acheté ce que je voulais avec l'argent que j'ai gagné. Robert a finalement parlé, sa voix mesurée, de cette manière qui signifiait qu'il allait dire quelque chose qu'il pensait raisonnable mais qui ne l'était absolument pas. Ma chérie, ta mère a raison. C'est excessif. Un camion comme celui-ci est un bien familial. Nous pourrions tous l'utiliser. Kenneth a besoin d'un véhicule fiable pour ses livraisons, et nous pourrions l'emprunter quand nous avons besoin de transporter des choses de la quincaillerie. Cette présomption m'a coupé le souffle un instant. Ce n'est pas un bien familial, papa. C'est mon camion. Je ne vais pas le prêter comme un livre de bibliothèque. La famille partage, a dit Linda, sa voix prenant ce ton de martyr qui m'avait culpabilisé toute mon enfance. On s'entraide. C'est ce que font les Fletcher. Où es-tu devenu trop bien pour ta famille? Je me suis aidé moi-même, puisque ma famille a clairement indiqué que c'était ma seule option. Je n'aurais pas dû dire ça. Le dîner qui a suivi a été glacial, rempli de silence lourd et de commentaires passifs-agressifs sur l'égoïsme et le fait d'oublier d'où l'on vient. Je suis parti tôt, et je ne suis pas revenu pendant 3 mois. Pendant ces mois, mon téléphone n'a cessé de sonner. Linda appelait pour me parler de choses que Kenneth avait besoin de déplacer. Robert appelait pour demander si j'avais fini mon caprice.
Kenneth lui-même a envoyé une série de SMS qui ont commencé par des demandes polies pour emprunter le camion, et qui ont dégénéré en accusations selon lesquelles j'étalais ma richesse et leur mettais sous le nez. J'ai bloqué leur numéro après que Kenneth ait envoyé un message à 23h un mardi soir qui disait « Tu sais quoi ? Va te faire F, toi et ton stupide camion. J'espère que tu auras un accident. » Puis est arrivée la lettre de Trevor Walsh, avocat. Elle est arrivée un mardi d'octobre, livrée en recommandé. L'adresse de l'expéditeur ne me disait rien, jusqu'à ce que je l'ouvre et que je vois les mots « plainte en jugement déclaratoire et en détermination de propriété ». Mes parents me poursuivaient en justice pour le camion. La théorie juridique, si on peut l'appeler ainsi, affirmait que mes économies avaient été accumulées pendant les périodes où j'avais vécu chez eux sans payer de loyer. Par conséquent, ils avaient un intérêt équitable dans tout ce que j'achetais. Ils prétendaient que j'avais conclu des accords verbaux pour partager les achats importants avec la famille. Ils suggéraient que je les avais en quelque sorte trompés ou manipulés pour obtenir ce qui était, de droit, un véhicule familial. Rien de tout cela n'était vrai. J'avais déménagé à 19 ans et payé mon propre loyer depuis. Je n'avais jamais conclu d'accord pour partager quoi que ce soit. Tout le procès était un fantasme construit sur un sentiment de droit. J'ai appelé David Morrison le jour même. Sa consultation a été directe et d'une honnêteté brutale. Ont-ils des documents pour étayer ces affirmations, a-t-il demandé. Non, car je n'ai jamais vécu sans payer de loyer, et je n'ai jamais conclu d'accord. Des relevés bancaires à votre seul nom? Oui. Un compte séparé dont ils ignorent même l'existence. Le titre de propriété et l'immatriculation à votre nom? Uniquement le mien. Depuis le premier jour. David s'est penché en arrière dans son fauteuil. Mademoiselle Fletcher, cette affaire va leur coûter beaucoup d'argent, qu'ils sont sur le point de perdre. Et elle va vous coûter un peu d'argent, que vous allez récupérer. Je peux obtenir un non-lieu, où nous pouvons les laisser aller au procès et faire un exemple de la façon dont les poursuites abusives font perdre du temps à tout le monde. C'est votre choix. Le procès, ai-je dit sans hésitation. Je veux qu'il s'assoie dans une salle d'audience et explique à un juge pourquoi il pense mériter mon camion. Cela va créer une rupture permanente dans votre famille. La rupture est déjà là. Je ne fais que la rendre officielle. Nous nous sommes donc retrouvés dans la salle d'audience de la juge Ulbrook 6 mois plus tard, alors que Trevor Walsh tentait vaillamment de construire un argument juridique à partir de fumée et de vœux pieux. Il a appelé ma mère à la barre en premier. Linda a prêté serment d'une main tremblante, et j'ai presque eu pitié d'elle, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Nous avons élevé Stacy pour qu'elle comprenne les valeurs familiales, a-t-elle commencé, en tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Nous lui avons appris que ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Quand elle a acheté ce véhicule extravagant sans même nous consulter, c'était une trahison de tout ce que nous lui avions inculqué. Madame Fletcher, a dit David quand ce fut son tour, avez-vous déjà fourni de l'argent directement pour l'achat de ce véhicule? Eh bien, non, mais... Avez-vous co-signé l'accord d'achat? Non. Votre fille vous a-t-elle, à un moment quelconque, dit qu'elle achetait ce camion en tant que véhicule familial? Linda a hésité. Elle n'avait pas besoin de le dire. C'était sous-entendu. Sous-entendu? Comment, exactement? Parce que c'est comme ça que les familles fonctionnent. Vraiment? David a sorti un document de son dossier. Madame Fletcher, reconnaissez-vous ce relevé bancaire? Linda l'a examiné en plissant les yeux. Non. Il s'agit du compte d'épargne personnel de votre fille à la Riverside Credit Union. Remarquez les dates. Ces dépôts s'étalent de janvier 2017 à mars 2024, soit plus de 7 ans d'économie constante. Remarquez également que ce compte n'a qu'un seul nom, Stacy Fletcher. Connaissiez-vous l'existence de ce compte? Non, mais ça ne. Avez-vous contribué à ce compte à un moment quelconque? Non, je ne l'ai pas fait. Avez-vous fourni un logement gratuit à votre fille pendant la période où ses économies ont été accumulées? Elle a vécu avec nous jusqu'à 19 ans, et après cela, elle a déménagé. Donc, pendant les années entre 19 et 30 ans, où cet argent a été économisé, elle payait son propre loyer. Bien que la majeure partie des économies ait été réalisée après 22 ans, quand elle a commencé à cumuler plusieurs emplois spécifiquement pour cet objectif. Oui. Elle payait sa propre nourriture, ses factures, ses études. Je suppose. Vous supposez? Madame Fletcher, avez-vous, oui ou non,
apporter un soutien financier à votre fille pendant les 8 années où elle a économisé pour ce véhicule. Le visage de Linda était devenu rouge. Nous lui avons apporté un soutien émotionnel. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un soutien financier. De l'argent. Lui avez-vous donné de l'argent? Non. Vous a-t-elle déjà demandé de l'argent? Le silence s'est éternisé. Linda a jeté un regard à son avocat, qui semblait avoir rapetissé sur sa chaise. Elle a demandé une fois, a finalement admis Linda, pour les frais de scolarité de l'université. Et que lui avez-vous dit? Que nous n'avions pas les moyens à ce moment-là. David a hoché la tête lentement. Parce que vous veniez de donner 40 000 € à votre fils, Kenneth, pour son projet d'entreprise, n'est-ce pas? Objection. Trevor avait retrouvé sa voix. Pertinence. J'établis un modèle de soutien financier au sein de la famille, votre honneur, a dit David. C'est directement pertinent à l'affirmation de la demanderesse selon laquelle il était le sous-entendu qu'il s'agissait d'un achat familial. J'autorise, a dit la juge Ulbrook. Répondez à la question, Madame Fletcher. Oui, a murmuré Linda. Nous avons aidé Kenneth avec son entreprise. 40 000 €? Oui. Et combien de cette somme a été remboursée? Ce n'est pas pertinent. C'est moi qui décide de ce qui est pertinent, a interrompu la juge. Répondez à la question. Rien du tout, a admis Linda. L'entreprise n'a pas fonctionné. David a sorti un autre document. Et 6 mois plus tard, vous avez co-signé un prêt automobile pour Kenneth quand il a détruit son véhicule précédent, un prêt de 32 000 €. Quelle part de ce prêt avez-vous personnellement payé? Environ la moitié. Donc, 16 000 €, plus les 40 000 € pour l'entreprise qui n'ont jamais été remboursés. Et, selon ses relevés bancaires, 34 000 € supplémentaires en plus petite somme au fil des ans pour le loyer, les factures et diverses opportunités. Vous avez donné à votre fils, Kenneth, plus de 90 000 € au cours des 8 dernières années. Est-ce exact? Nous l'avons aidé parce qu'il en avait besoin. Mais vous avez dit à votre fille que vous ne pouviez pas vous permettre 500 € pour un cours à l'université communautaire. La bouche de Linda s'est ouverte et s'est refermée. Aucun son n'en est sorti. Pas d'autres questions. Trevor a tenté de la réhabiliter lors du contre-interrogatoire, posant des questions sur leur inquiétude quant à ma responsabilité financière et sur le fait qu'il n'avait intenté un procès que parce qu'il se souciait de mon avenir. Cela sonnait creux dans la salle d'audience stérile, surtout quand David a produit mon rapport de crédit, montrant un score de 812 et 0 dette. Le témoignage de mon père a été plus court, mais non moins accablant. Il a essayé de prétendre que dans leur culture, les biens familiaux étaient partagés, jusqu'à ce que David lui demande de nommer un seul autre achat majeur que j'avais fait et que j'étais censé partager. Robert n'a pu en nommer aucun, car il n'y en avait pas. Tout ce que j'avais jamais acheté, je l'avais acheté seul et gardé pour moi. Kenneth n'a pas été appelé à témoigner, mais sa présence dans la salle d'audience était une déclaration en soi. Il m'a fusillé du regard tout le temps, les bras croisés, comme si j'étais la méchante dans ce scénario. Ce coquin de ne savait, c'est à quel point j'avais failli craquer pendant ces 8 années d'économie. Il y a eu des moments où la solitude était écrasante, où je faisais défiler les réseaux sociaux, voyant d'anciens camarades de lycée à des mariages et des vacances à la plage, pendant que je mangeais des céréales de marque distributeur pour le 3e repas d'affilée. Je me souviens d'avoir eu 24 ans, assise dans mon studio la veille de Noël. Kenneth avait posté des photos du dîner de famille auquel je n'avais pas été invité, parce que j'avais manqué Thanksgiving après une dispute sur mes priorités. La publication le montrait ouvrant des cadeaux, un nouvel ordinateur portable, un parfum cher, une veste en cuir. Les commentaires des proches louaient la générosité de mes parents. J'avais regardé mon propre reflet sur l'écran de mon ordinateur portable, les larmes coulant sur mon visage, et j'avais presque viré 5 000 € de mes économies pour réserver des vacances quelque part au chaud. Un endroit où je pourrais prétendre être quelqu'un d'autre pendant une semaine, quelqu'un qui ne mangeait pas de ramen 4 soirs par semaine et ne portait pas de vêtements de seconde main. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé me coucher, et je me suis réveillé le lendemain matin pour faire un double service au magasin de plein air, parce que le salaire des jours fériés était majoré de 50%. La discipline nécessaire pour maintenir ce niveau de sacrifice pendant plus de 7 ans m'avait en quelque sorte vidé. J'avais manqué des anniversaires parce que je ne pouvais pas me permettre d'offrir des cadeaux. J'avais refusé des rendez-vous galants parce qu'un dîner et un film coûtaient de l'argent mieux dépensé ailleurs.
J'avais vu mes 20 ans défiler dans un flou de tableurs et d'horaires de travail, pendant que tout le monde semblait vivre. Ma collègue à la compagnie d'assurance, une femme nommée Déborah, l'avait remarqué. Elle avait la cinquantaine, et elle était gentille, de cette manière qui vient de ceux qui ont surmonté leurs propres épreuves. Un jour, pendant le déjeuner, alors que je mangeais un sandwich fait avec du pain bon marché et de la charcuterie en promotion, elle s'était assise en face de moi. « Ma chérie, ça fait 3 ans que je t'observe », avait-elle dit doucement. « Tu ne prends jamais de vacances. Tu ne te fais jamais plaisir pour le déjeuner. Tu portes les 6 mêmes tenues en rotation. Pourquoi économises-tu » J'ai envisagé de mentir, mais quelque chose dans son expression m'en a empêché. Un camion. Un camion spécifique. J'ai besoin de 78 400 €. Déborah avait sifflé. C'est un objectif sérieux. Tu en es où? 52 000 € depuis la semaine dernière. Et tu fais ça depuis combien de temps? 5 ans. Elle avait tendu la main par-dessus la table et m'avait serré la main. J'ai fait quelque chose de similaire une fois, j'ai économisé pour un acompte sur une maison après mon divorce. Ça a pris 6 ans. Les gens pensaient que j'étais folle, à vivre dans un minuscule appartement, à ne jamais sortir. Mais le jour où j'ai eu ces clés. Elle avait souri, les yeux perdus dans ses souvenirs, point ça valait tous les sacrifices. Ne laisse personne te dire le contraire. Cette conversation m'avait soutenu pendant les 3 dernières années. Quand ma mère appelait pour me culpabiliser de manquer la fête des 30 ans de Kenneth parce que je faisais des heures supplémentaires, je pensais aux mots de Déborah. Quand mon père suggérait que je gâchais ma jeunesse à ne pas voyager ou sortir, je me souvenais de cette validation. Le magasin de plein air avait son propre écosystème de personnages qui avaient façonné ces années. Mon manager, Pete, était un ancien marine qui m'avait prise en affection parce que j'arrivais à l'heure et que je travaillais dur. Il m'avait donné des heures supplémentaires chaque fois que c'était possible et m'avait enseigné tout sur le matériel de camping que je vendais, avec l'enthousiasme de quelqu'un partageant une religion. Tu sais ce qui sépare les gens qui réussissent de tous les autres, m'avait-il demandé un mardi après-midi calme. Ce n'est pas le talent ou la chance. C'est la capacité à retarder la gratification. La plupart des gens voient quelque chose qu'ils veulent et ils le financent, le mettent sur une carte de crédit, se convainquent qu'ils le méritent tout de suite. Mais ceux qui construisent vraiment quelque chose, eux, ils attendent. Ils sacrifient. Ils s'en tiennent au plan, même quand ça fait mal. Pete avait été celui qui m'avait encouragé à franchir le pas final et à entrer chez le concessionnaire quand mon compte a atteint 78 000 €. Ça fait 2 ans que tu parles de ce camion, avait-il dit. Va le chercher. Tu l'as mérité. Entrer dans ce concessionnaire avec le chèque de banque avait semblé surréaliste. Harold m'avait repéré de l'autre côté du showroom, et son visage s'était illuminé comme si j'étais une célébrité. C'est le grand jour? Avait-il demandé, bien qu'il ait probablement pu le lire sur mon visage. C'est le grand jour. La paperasse avait pris 3 heures. Chaque signature semblait capitale. Le directeur financier, un homme chauve nommé Craig, avait tenté une dernière fois de me convaincre de financer plutôt que de payer comptant. Vous pourriez investir cet argent, obtenir des rendements et faire de petits paiements à la place, avait-il suggéré. Je pourrais, avais-je convenu, mais je ne le ferai pas. Ce camion est payé en totalité, il m'appartient entièrement, sans aucune dette. Craig avait haussé les épaules. Votre score de crédit n'en bénéficiera pas, mais je respecte le principe. Si seulement plus de gens pensaient comme vous. Quand Harold m'a tendu les clés, j'ai vraiment pleuré. J'étais là, dans le bureau du concessionnaire, sanglotant comme une enfant, pendant qu'Harold faisait semblant de ne pas remarquer et que Craig m'offrait discrètement des mouchoirs. 8 années de sacrifices cristallisés en cet instant, chaque fête manquée, chaque invitation déclinée, chaque nuit de haricots et de riz, chaque service supplémentaire, chaque jour férié solitaire. Prenez votre temps, avait dit Harold gentiment. Asseyez-vous dedans. Mettez-vous à l'aise. C'est votre tour d'honneur. Je suis resté assise sur le siège conducteur pendant 20 minutes avant de démarrer le moteur. Le cuir était doux comme du beurre. Le tableau de bord était élégant et moderne. Le volant semblait solide et réel sous mes mains. Tout en lui criait la qualité et la permanence. En rentrant chez moi cette première fois, j'avais pris le chemin le plus long, 45 minutes au lieu de 15, serpentant à travers les quartiers et le long de la rivière, juste pour sentir le camion répondre à chaque commande. La puissance était enivrante.
La conduite était douce. À un feu rouge, un homme en Mercedes m'avait fait un signe de tête approbateur, et j'avais ressenti une vague de fierté si intense que c'en était presque embarrassant. Cette fierté a duré exactement 4 jours, jusqu'à ce que je fasse l'erreur de le conduire au dîner du dimanche. J'aurais dû m'en douter. Ma famille avait pour habitude de traiter mes réussites soit comme des menaces, soit comme une propriété commune. Quand j'avais obtenu mon diplôme, le premier commentaire de ma mère avait été « Eh bien, Kenneth a une licence, donc tu es toujours en retard ». Quand j'avais été promue assistante administrative avec une augmentation, mon père m'avait immédiatement demandé si je pouvais prêter de l'argent à Kenneth pour son entreprise en difficulté. Mais j'avais voulu qu'il le voie. Une partie stupide et enfantine de moi avait voulu que mes parents soient fiers, qu'ils reconnaissent que leur fille, qu'ils avaient considérée comme l'enfant de second rang, avait accompli quelque chose de significatif. Au lieu de cela, j'ai eu droit à des accusations d'égoïsme et à un procès. Les mois entre ce dîner et la date du procès ont été un enfer à leur manière. Mon téléphone a sonné sans cesse jusqu'à ce que je bloque leur numéro. Linda s'est présentée 2 fois à mon appartement, martelant la porte et criant à la loyauté familiale jusqu'à ce que ma voisine, Madame Chen, menace d'appeler la police. Kenneth a été pire à certains égards, car ses attaques passaient par des connaissances communes. Il a dit à notre cousine, Mélissa, que j'avais volé la famille pour acheter le camion. Il a publié des statuts Facebook vagues sur les gens qui oublient d'où ils viennent et la cupidité qui détruit les familles. Des amis du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont soudainement envoyé des messages, me demandant s'il était vrai que j'avais refusé d'aider ma famille en difficulté. J'ai rédigé une réponse expliquant la vérité une 12aine de fois. Chaque fois, je l'ai supprimée au lieu de la publier. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Les gens qui comptaient me le demanderaient directement, et ceux qui ne le faisaient pas ne valaient pas la peine d'être convaincus. Seules 3 personnes ont demandé directement. Déborah, du travail, m'a offert un café et a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, puis a simplement dit « On dirait que tu es mieux sans eux ». Pete a été plus direct, « Ta famille est une bande de sangsues. Coupe les ponts ». Et ma tante Paula, la sœur de ma mère, m'a appelé de l'Arizona, où elle avait déménagé pour échapper au drame de la famille Fletcher des années auparavant. Ta mère m'a appelé en pleurant à propos de cette histoire de camion, a dit Paula sans préambule. Je lui ai dit qu'elle était ridicule, et elle m'a raccroché au nez. Alors, je t'appelle pour te féliciter pour le camion, et je suis désolé que tes parents soient fous. Paula avait été le mouton noir de sa famille pour avoir épousé quelqu'un qu'il jugeait inapproprié et avoir déménagé à l'autre bout du pays. Elle m'envoyait des cartes pour mon anniversaire quand mes propres parents oubliaient. Entendre sa voix m'a fait pleurer plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Ils ont tout donné à Kenneth, ai-je sangloté au téléphone. Tout. Et ils n'ont pas pu trouver 500 € pour moi. Pas une seule fois. Je sais, ma chérie. Ta mère a toujours eu ses favoris. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec elle et son besoin de se sentir nécessaire. Kenneth l'a fait se sentir nécessaire parce qu'il est inutile sans elle. Tu la menaces parce que tu es compétente. C'est tordu. Les familles le sont souvent. Mais tu vas t'en sortir. Mieux que bien. Tu vas t'épanouir sans qu'il te tire vers le bas. Paula avait raison, bien qu'il ait fallu le procès pour que je le voie clairement. David Morrison valait chaque centime de ses honoraires. Notre première réunion de stratégie a duré 2 heures, au cours desquelles il a méthodiquement détruit chaque argument possible que mes parents pouvaient avancer. Ils vont invoquer la manipulation émotionnelle, avait-il dit. Ils diront que vous avez été élevé avec certaines valeurs et attentes. Nous contre-attaquerons avec le fait que vous êtes financièrement indépendante depuis l'âge de 19 ans, et qu'ils ne vous ont jamais soutenu. Ils diront que c'est un véhicule familial, avait-il poursuivi. Nous montrerons le titre de propriété, l'immatriculation et l'assurance, tout à votre nom. Nous montrerons le contrat d'achat, également à votre seul nom. Nous apporterons vos relevés bancaires montrant l'épargne systématique. Nous dépeindrons le portrait d'une fille qui s'est hissée sans aide et qui fait maintenant face à des parents qui veulent s'attribuer le mérite de son succès. Ils vont dire que je suis égoïste. Probablement, mais l'égoïsme n'est pas illégal, et ce n'est pas un motif pour réclamer la propriété d'un bien que vous n'avez pas acheté. Laissez-les le dire. Laissez-les paraître mesquins et avides devant un juge. Cela ne fait que nous aider. La phase de communication des preuves a été éclairante, de manière troublante. David avait assigné à comparaître les dossiers financiers de mes parents,
et ce qui en est ressorti était le portrait d'une irresponsabilité financière qui expliquait beaucoup de choses sur l'échec de Kenneth à prendre son envol. Au-delà des 40 000 euros pour son entreprise et des 16 000 euros de paiement de voiture, mes parents donnaient constamment de l'argent à Kenneth, 500 euros ici pour le loyer, 300 euros là pour les factures, 1000 euros pour une opportunité commerciale qui s'était évaporée. Au cours des 8 années où j'avais économisé, il lui avait donné 34 000 euros supplémentaires en petites sommes, qu'il n'avait jamais suivies ni attendues en retour. Pendant ce temps, j'avais demandé 500 euros une fois et on m'avait dit qu'ils étaient là à sec. David avait inclus tout cela dans nos conclusions. La disparité était si frappante qu'elle semblait fictive. Un enfant a reçu plus de 90 000 euros de soutien à l'âge adulte, l'autre n'a rien reçu et était maintenant poursuivi pour un camion qu'elle avait acheté de manière indépendante. Cela va leur faire mal, m'avait prévenu David. Quand cela deviendra public, les gens verront ces chiffres. Votre famille élargie, leurs amis, tout le monde. Êtes-vous préparé à cela? Ils m'ont poursuivi pour mon camion, avais-je répondu. Ils ont choisi la voie publique. Je ne fais que me défendre. La déposition de mes parents avait été programmée 2 semaines avant le procès. David les a interrogés pendant 6 heures au total, et je suis resté assise dans la salle de conférence, les regardant réaliser lentement qu'ils n'avaient aucun dossier. Trevor a objecté constamment, mais il ne pouvait pas faire grand-chose quand les questions étaient directes et les réponses accablantes. Madame Fletcher, vous avez déclaré dans votre plainte que Stacy avait l'habitude de faire des achats importants sans consulter la famille. Pouvez-vous nommer un autre achat majeur qu'elle a fait au cours des 10 dernières années? Linda avait hésité. Eh bien, elle. Il y avait. Prenez votre temps. Elle a acheté un ordinateur portable une fois. Un ordinateur portable. Et vous a-t-elle consulté pour cet achat? Non. Vous attendiez-vous à ce qu'elle partage cet ordinateur portable avec la famille? Bien sûr que non. C'était un ordinateur portable. Mais vous vous attendez à ce qu'elle partage un camion. Un camion, c'est différent. C'est utile à tout le monde. Donc, le facteur déterminant pour savoir si quelque chose doit être partagé est votre évaluation personnelle de son utilité pour la famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que vouliez-vous dire, Madame Fletcher? Les transcriptions de la déposition étaient brutales. En les lisant plus tard, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse, satisfaction, parce qu'elle prouvait de manière concluante que j'avais raison, tristesse, parce qu'elle prouvait aussi que mes parents s'étaient réellement convaincus qu'ils avaient droit à ma propriété. La déposition de Robert a été pire à certains égards, car il a essayé de jouer la carte du père déçu. Je ne comprends tout simplement pas quand Stacy est devenue si froide, a-t-il dit à un moment donné, en regardant la caméra comme s'il jouait pour un jury qui n'était pas là. Nous l'avons élevée pour être attentionnée et généreuse. Ce n'est pas la fille que nous connaissons. David a laissé cela en suspens un moment avant de répondre. Monsieur Fletcher, saviez-vous que votre fille avait 3 emplois pendant la majeure partie de la période où elle économisait pour ce camion? Elle avait des emplois, oui. Saviez-vous qu'elle vivait avec un budget extrêmement restreint, sautant souvent des repas pour économiser de l'argent? Je ne connais pas les détails de ses finances. Avez-vous déjà demandé? Silence. Avez-vous déjà proposé de l'aider? Elle n'a jamais demandé. Sauf cette seule fois où elle a demandé 500 euros pour les frais de scolarité, et où vous lui avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre. C'est exact? Nous venions d'aider Kenneth. Oui. Avec 40 000 euros. Le visage de Robert s'était empourpré de colère, arguant que Kenneth avait besoin de cet argent pour son avenir, alors que Stacy n'avait pas besoin d'argent pour ses études. La déposition s'est terminée avec Robert sortant en trombe et Trevor s'excusant auprès de David pour le comportement de son client. Il était clair, même à ce moment-là, que nous allions gagner au procès. Quand Trevor a terminé sa plaidoirie, David a demandé un non-lieu. La juge Ulbrook n'a même pas eu besoin de suspendre l'audience pour délibérer. J'ai examiné toutes les preuves soumises, a-t-elle dit, en regardant mes parents par-dessus ses lunettes. Monsieur et Madame Fletcher, je veux être très clair. Votre fille a acheté un véhicule avec son propre argent, depuis son propre compte, sans aucune contribution financière de votre part. Le véhicule est immatriculé à son seul nom. Elle est la seule conductrice assurée. Il n'y a aucun accord écrit, aucun accord verbal qui puisse être prouvé, et aucune théorie juridique en vertu de laquelle vous auriez un quelconque droit sur cette propriété. Mais,
votre honneur, a commencé à protester Linda. Je n'ai pas fini. De plus, ce procès semble être de nature vindicative, intenté parce que vous désapprouvez la manière dont votre fille adulte choisit de dépenser l'argent qu'elle a gagné de manière indépendante. Ce n'est pas un motif d'action en justice. Cette affaire est rejetée, sans possibilité de recours. Mademoiselle Fletcher, vous pouvez demander des sanctions et le remboursement des frais d'avocat si vous le souhaitez. Nous le ferons immédiatement, votre honneur, a confirmé David. Le marteau est tombé avec un bruit sec qui a semblé résonner dans ma poitrine. Mes parents ont quitté la salle d'audience sans me regarder. Kenneth est passé si près de moi que j'ai pu sentir son parfum, le genre de parfum cher qu'il achetait avec l'argent de nos parents tout en se plaignant de sa pauvreté. Trevor Walsh a offert à David une poignée de main et des excuses pour avoir fait perdre du temps à tout le monde, ce qui se rapprochait le plus de la courtoisie professionnelle dans cette situation. À l'extérieur du palais de justice, David a passé en revue les prochaines étapes. Nous allons demander le remboursement des frais et dépenses. Vous récupérerez probablement la plupart de vos frais de justice. Ils recevront également une facture de leur avocat. Cela leur a probablement coûté entre 15 000 et 20 000 euros au total. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Une chance de réconciliation avec des gens qui m'ont traîné en justice pour un camion que j'ai acheté avec mon propre argent. Qu'en pensez-vous? Il a souri sombrement. Je pense que vous savez comment vous protéger. C'est une compétence précieuse. L'audience sur les sanctions, 3 mois plus tard, a été sans surprise. La juge Ulbrook m'a accordé 7 200 euros en frais d'avocat et frais de justice. Mes parents ont reçu l'ordre de payer dans les 60 jours. Je n'ai jamais vérifié s'ils l'ont fait. J'ai cédé le jugement à David et lui ai dit de recouvrer la somme comme il l'entendait. Linda a appelé une fois, 2 semaines après l'ordonnance de sanction. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Son message était un chef-d'œuvre de non-excuses, plein de « je suis désolé que tu aies ressenti », de « nous essayons seulement d'aider » et de « j'espère qu'un jour tu comprendras ». Je l'ai supprimé sans même l'écouter jusqu'au bout. Robert a envoyé une lettre, du vrai papier, un vrai timbre. Elle divaguait sur 3 pages sur la famille, le pardon, et la façon dont je jetais des relations pour des biens matériels. Je l'ai recyclé après avoir lu le premier paragraphe. Kenneth n'a rien envoyé, ce qui était en quelque sorte plus honnête que les tentatives de nos parents. J'ai toujours le camion. Il a maintenant 48 000 miles au compteur. Chacun d'eux est à moi. Je l'ai conduit à travers 3 États, j'ai transporté des meubles pour des amis qui me respectent vraiment, et je l'ai emmené camper dans les Smoky Mountains, où l'isolement ressemblait à de la paix plutôt qu'à de la solitude. Le mois dernier, j'ai reçu un appel d'Harold, du concessionnaire. Il avait été promu directeur des ventes et voulait me féliciter pour la façon dont j'entretenais bien le camion et pour la bonne utilisation de la garantie prolongée que j'avais achetée. Nous avons parlé pendant 20 minutes de choses sans importance, et quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que cette conversation avait plus de chaleur que 8 ans de dîner de famille. Les gens me demandent parfois si je regrette la tournure des événements. La réponse est compliquée. Je regrette que mes parents soient le genre de personnes qui poursuivraient leur propre fille pour un camion. Je regrette que Kenneth soit si imprégné de son sentiment de droit qu'il ne voit pas comment les aides constantes de nos parents ont nui à sa propre autonomie. Je regrette d'avoir été élevé dans un foyer où l'amour était conditionnel à la soumission, et où la générosité ne coulait que dans une seule direction. Mais je ne regrette pas d'avoir acheté le camion. Je ne regrette pas d'avoir défendu mon droit de le posséder. Je ne regrette pas d'avoir laissé un juge dire à mes parents que leurs attentes ne l'emportent pas sur mon autonomie. Le camion est garé dans mon allée en ce moment même, sa peinture bleue antimatière brillant sous le soleil de l'après-midi. Dans quelques heures, je le conduirai à mon appartement, le garerai sur ma place attitrée, et monterai dans mon modeste, mais entièrement à moi, 2 pièces. Demain, je le conduirai à mon travail, où j'ai été promu comptable principal l'année dernière, avec un salaire qui me permet d'économiser pour un acompte sur une maison. Et quand j'achèterai la maison, je le ferai de la même manière que j'ai acheté le camion, avec mon argent, à mon nom, sans demander la permission de personne, et sans devoir d'explication à personne. Les Fletcher pensent peut-être que la famille signifie tout partager, mais j'ai appris une leçon différente. La famille, c'est soutenir l'indépendance de chacun, célébrer les réussites et respecter les limites. Mes parents et mon frère ont échoué sur ces 3 points. J'ai donc un camion qu'ils ont essayé de me prendre, et une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Certains pourraient appeler cela une victoire sans saveur. Moi, j'appelle ça la liberté.